Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Madame, Monsieur, le président de la République a signé le 15 avril dernier un décret portant commutation et remise de peine en faveur de certains prisonniers définitivement condamnés. Selon des chiffres publiés par l'administration pénitentiaire camerounaise en 2008, seuls 40% de la population carcérale était définitivement condamnée. Ce décret qui vient comme une réponse à un appel à la décongestion des milieux carcéraux chers aux Nations Unies pour limiter la propagation du virus à Covid-19. Malheureusement, le nombre très élevé de personnes n'ayant pas bénéficié du décret parce que en détention préventive remet comme ça au goût du jour le problème de la surpopulation carcérale au Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Covid-19, pourquoi nos prisons restent bondées? Pour répondre, pour faire une tentative, trouver une tentative de réponse à cette question, nous avons invité sur ce plateau à Douala, Maître Georges Tegem. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos téléspectateurs, toujours si nombreux. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Voilà, Maître Georges. À mes copanélistes également. Voilà, Maître Georges Tegem, avocat au barreau du Cameroun. En face de vous, Maître Augustin Gueffak. Bonsoir, Maître. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je sais que nous avons le stress qui nous habite, mais progressivement, chacun de nous va devoir s'y habituer. Et pour finir, même le Covid-19 aura pitié de nous et tout passera. Merci. Voilà, Maître Augustin Gueffak, avocat au barreau du Cameroun. Également, nous prenons tout de suite la direction de Yaoundé. Monsieur, nous attend David Eboutou, analyste politique. Il connaît bien de quoi nous allons parler ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Serge. Voilà, David Eboutou, je commence par vous. C'est un milieu que vous connaissez bien. Pourquoi, après ce qui s'est passé le 15 avril, c'est-à-dire ce décret du président de la République portant commutation de peine commutation et remise de peine, pourquoi les prisons du Cameroun restent bondées? Alors, c'est une question large, elle est vaste, mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que les prisons du Cameroun restent pleines après le décret du 15 avril dernier, simplement parce que toutes les dispositions n'ont pas été prises allant dans l'esprit de ce décret qui parlait de commutation et de remise de peine, que ces dispositions-là aillent jusqu'au bout. Je parle de dispositions qui sont parlées jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ce serait la conséquence que ce décret soit explicite. Voilà, David. David, le temps que la technique arrange une ou deux choses, on reviendra à vous. Je vous pose la même question, on revient à Douala. Maître Augustin Gueffak, oui. À cette question, la réponse c'est quoi? Pourquoi les prisons restent bondées? Serge Alain, la prison reste bondée parce que le politique refuse à l'administratif de faire son travail, de faire ce qu'il sait faire, de faire ce qu'il a prévu de faire. Serge Alain, vous avez commencé par un rapport qui date de 2008, oui. Mais moi je prendrais plutôt un rapport qui date de 2015. Oui. En 2015, l'actuel ministre de la Justice, il s'affaire, il convoque ses pairs, les 10 chefs de cour, et leur dit « Aidez-moi à désengorger. » Faites-moi des propositions. Faites-moi des propositions, pas des propositions, des solutions concrètes. Oui. Ils arrêtent 2 variétés de solutions. La première des solutions concrètes, c'est construire de nouvelles prisons adaptées.
Ça a été acté. Les budgets ont été votés. Les sites ont été trouvés. Les premières pierres ont été posées. Mais depuis 5 ans, il paraît que c'est les pyramides d'Égypte qu'on construit en lieu et place des nouvelles prisons. C'est pourquoi c'est bondé. Pour ces prisons, le ministre de la Justice a dit, après le code de procédure pénale, moi j'entends désengorger les prisons en allégeant les peines. Il a fait la pression nécessaire sur le politique. Le code pénal a été révisé. Les peines alternatives ont été adoptées. Voilà. Ces peines alternatives sont seulement au nombre de 2. Seulement au nombre de 2. Si ces peines étaient mises en jeu aujourd'hui, appliquées, toutes ces prisons seraient vraiment vides. D'ailleurs, en 2015, pour 17 000 places prévues, les prisons du Cameroun regorgeaient 26 000 détenus. C'est-à-dire un surplus de plus de 9 000 détenus. Comment faire pour les sortir? Je ne pense pas que le décret pris le 15 avril a pu libérer nos prisons de ces 9 000. Non. Voyez-vous, ces peines alternatives ont été votées. Bien votées depuis 5 ans. Mais seulement voilà, le pouvoir politique refuse d'accompagner le ministre de la Justice. Ils ont pris ces 2 peines, ils ont mis dans le laboratoire de la politique, ils y ont installé le mensonge politique, ils y ont cultivé la ruse pour attendre le moment propice et utiliser cela pour faire de la propagande. Voyez-vous, jusqu'aujourd'hui, aucune de ces peines alternatives ne peut être appliquée parce que on attend 2 décrets. Et les 2 décrets, c'est le président de la République qui doit signer pour dire si vous êtes en prison, poursuivi ou condamné pour une infraction dont le maximum ne peut pas atteindre 2 ans, alors vous pouvez subir la sanction réparation ou la seconde variante de peine alternative. Le président de la République refuse depuis 2015 de prendre ces 2 décrets. S'il avait signé ces 2 décrets, les plus petits condamnés, les plus petites peines auraient libéré les prisons. Mais non, comme il sait que le moment venu, politiquement, pour des raisons de propagande politique, il va manipuler et libérer un peu. C'est pourquoi les prisons sont toujours pleines. La réponse est simple. Okay. Voilà. J'ai eu pitié du ministre de la Justice lorsque j'ai découvert qu'entre octobre et novembre, il demandait encore aux 10 patrons des cours de l'aider à trouver les solutions pour désengorger les prisons. Je me suis dit, mais est-ce que ce monsieur s'écoute même? Ces messieurs ont déjà trouvé toutes les solutions. Aucune n'est appliquée. Il n'y a pas de nouvelles prisons. Les peines alternatives ne sont pas appliquées. Ouais. Qu'est-ce qu'il demande encore à ces chefs de cour de crier? C'est ça l'histoire. Ok. Voilà, on va repartir à Yaoundé pour, je crois que les conditions se sont améliorées, les conditions d'écoute avec David Eboutou. David Eboutou, une fois de plus, qu'est-ce qui justifie que nos prisons restent bondées? Surtout en ce temps où on parle de Covid-19. Est-ce que vous pouvez me rassurer que la qualité est bonne? Oui, la qualité est nettement meilleure, David. D'accord. Alors, je disais tantôt que si nous revenons sur le décret du 15 avril dernier, on se rendra compte que ce décret était simplement exclusif. Et c'est là le premier point qui fait qu'à la réalité, ce décret-là soit vide de sens aujourd'hui et n'ait pas été considéré, et n'ait pas eu l'impact escompté du point de vue de ce qui attendait effectivement que ce décret vienne contribuer à désengorger les prisons. Je parle d'un décret exclusif. Pourquoi? Parce qu'en soi, bien qu'il s'agissait des remises de peine et des commutations, il y avait à l'intérieur de cette disposition-là des tirets qui amenaient les détenus à être exclus de cette disposition-là. Par exemple, on dit que ceux qui ont des peines qui ingrédients du sang entre les mains sont totalement exclus de cette disposition-là. Les détourneurs de deniers publics, qu'on appelle vulgairement les DDP, ont été exclus de cette disposition-là. Et quand on sait le nombre de ceux aujourd'hui qui sont dans nos prisons, si vous prenez le cas de Nobel,
ou de la prison centrale de Yaoundé-Koningui, des personnes qui sont là-bas pour des crimes de détournement de deniers publics. Vous comprenez que ce décret du 15 avril dernier a exclu une bonne partie des personnes. Mais maintenant, pour l'autre mesure étant, et j'ai suivi quelqu'un commencer à le dire tout à l'heure sur le plateau, il y a aujourd'hui des problèmes de fond. Et parmi les problèmes de fond, le premier, c'est que l'appareil répressif, nous avons une conception un peu particulière de l'appareil répressif au Cameroun. Quand je parle de l'appareil répressif, je vois l'armée, la police, au cœur la justice et même au bout de la chaîne, l'administration pénitentiaire. L'appareil répressif dans notre pays n'est pas conçu pour exclure pour un moment un individu, l'exclure de la société, la socialiser en le mettant en prison, puis le resocialiser en le ressortant de là pour l'éduquer de manière à le corriger vis-à-vis du tort qu'il a commis à la société. Nous n'avons pas cette conception-là de l'appareil répressif en général, comme on le pense, comme on le voit dans d'autres pays. Nous avons une conception tout à fait particulière de l'appareil répressif où ici, des individus peuvent s'arroger le droit de mettre les gens en prison pour manifester ou alors témoigner de leur puissance. Je vais vous prendre 2 ou 3 exemples. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui, systématiquement, il y a des gens, dès que le procureur vous convoque ou le juge d'instruction, on vous met directement sous mandat de détention préventive si vous avez encore la malchance qu'à la réalité, vous avez un problème avec un individu qui serait proche d'un procureur, d'un magistrat ou alors d'un responsable proche des services de l'appareil répressif de notre pays, vous êtes mal barré. Et en cela, donc, on se retrouve avec un appareil qui ne sert pas le droit. Donc un appareil répressif qui ne sert pas le droit, mais qui sert des intérêts, qui sert des tierces. Et la conséquence étant qu'il y a donc des gens aujourd'hui que vous retrouvez dans nos prisons qui s'y retrouvent avec des motifs les plus ridicules. Fileterie de nourriture, beurre de chèvre, etc. Tenez, quand on vous dit que le nouveau code de procédure pénale au Cameroun a quand même été inscrit dans l'ordre de quelque chose de salutaire, parce que justement, et quelqu'un le disait sur votre plateau tout à l'heure, il y a eu cette disposition de peine alternative. Avez-vous un domicile? Avez-vous un travail de rue? Êtes-vous une personnalité publique? Bref, présentez-vous des garanties minimales allant dans le sens de mettre la justice en confiance de manière à comparaître libre. Si ces dispositions minimales sont présentées, alors on peut décider de vous faire comparaître libre et de vous présenter aux yeux de la justice tant qu'elle a besoin de vous. Malheureusement, aucune de ces mesures n'est respectée systématiquement et sont bout à touche. Et même, on peut parler de ces mesures alternatives qui vont dans le sens des mesures pécuniaires. C'est-à-dire qu'on peut vous demander de payer des cautions pour comparaître libre et encore à ces niveaux, ces mesures sont systématiquement retenues. On peut aller plus loin. On peut prendre le cas du tribunal criminel spécial aujourd'hui, qui est un véritable problème. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous pouvez vérifier les chiffres, 115 personnalités qu'on a qualifié dans ce qu'on a mis dans le carton de ce qu'on appelle les détourneurs de deniers publics, ont payé ce qu'on appelle le code délit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 115 personnes dans nos prisons qui sont encore détenues et qui ont décidé, parce que poursuivis dans le cadre du TCS, qui ont décidé de payer ce que la société leur réclamait. Ils ont payé ça à l'État, ils ont reversé au trésor public, mais sont encore détenus dans les prisons gabonaises simplement parce qu'il y a une disposition, et je crois que les avocats sur le plateau pourraient rappeler cette disposition-là. Il y a une disposition qui dit simplement que l'opportunité de la fin des poursuites incombe au seul ministre de la Justice, garde des Sceaux. En bout de terme, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que l'État, vous pouvez être sous le coup d'un mandat de détention provisoire parce que la société vous réclame avoir détourné 50 millions de francs CFA, et une fois mis sur les verrous, vous décidez de remettre ces 50 millions de francs CFA dans le trésor public, mais être quand même encore en prison parce que vous devrez attendre l'autorisation ou alors la motivation de voir si ou non on peut vous mettre dehors par cette autorisation qui devrait venir du ministre de la Justice. C'est des incongruités comme ça qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre surréaliste de personnes qui sont en prison sans qu'elles ne sachent elles-mêmes ce qu'elles font encore. Une autre raison que je peux vous donner, allant toujours dans le sens de cette surpopulation carcérale dont nous parlons, il n'y a que
Aujourd'hui, on retrouve, parce qu'on peut d'ailleurs revenir rapidement sur les chiffres pour que ceux qui nous comprennent en soient. Oui, rapidement. Si vous prenez une prison comme celle de Yaoundé-Kondengui, on vous dira que sur 4500 détenus à peu près en ce moment, 80 à 85% de détenus là-bas, ils sont sous le coup d'un mandat de détention provisoire. Et à peine 20%, ils sont déjà condamnés et atteignent encore parfois d'arriver au niveau de la cassation en Cour suprême ou alors de la Cour d'appel. Donc, il y a comme ça des raisons et des raisons qu'on peut donner qui montrent qu'aujourd'hui, il y a non seulement des lourdeurs administratives, il y a des dispositions qui sont des dispositions par embuscade qui ne permettent pas que malgré un décret comme celui du 15 avril dernier, qu'on en soit à penser que ce décret-là est quand même venu aider à désengorger nos prisons aujourd'hui qui sont dans une surpopulation indescriptible. Donc voilà pour un premier jet, on pourra y revenir tout à l'heure. Ok, voilà, Maître Georges Teghem, vous avez suivi les différents intervenants jusqu'ici. Pour eux, le problème reste purement politique. Hein. Maître Teghem, Maître Ngefak parlait de absence. On a annoncé la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. On a annoncé comme ça, il y a une difficulté, il a parlé de la difficulté à implémenter les deux peines alternatives. Voilà pourquoi les prisons restent bondées, à son avis. Écoutez, Saint-Germain, je ne suis pas venu ici ce soir m'occuper du pouvoir discrétionnaire de Monsieur le Président de la République. Parce que tout à l'heure, il a été indiqué que c'était un décret exclusif. La loi lui permet en tout cas de prendre le décret et indiquer les personnes concernées. Je ne suis pas venu ici également faire le procès du politique vis-à-vis de la justice, parce que la justice chez nous est indépendante. C'est un pouvoir, c'est constitutionnellement reconnu. Ce que je veux pas également faire ici, c'est un procès sur les crânes d'œufs qui travaillent pour servir la République. Je voudrais faire observer relativement à ce qu'a dit mon confrère tout à l'heure, que lorsqu'on parle d'un décret du président de la République, le décret ne se prend pas comme on décide d'aller dans sa cuisine. C'est tout un travail, et je vais ici convoquer le ministre d'État, Tangana Mbara, qui, disant que nouvellement nommé au secrétaire général de la présidence de la République, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Alors un jour on l'appelle pour lui dire qu'il doit se rendre à l'aéroport, il trouve le président de la République, il lui dit je vous ferai venir à Genève à l'occasion, on discutera. Alors il est temps, il demande s'il avait un calepin pour prendre des notes. Et c'est à l'occasion qu'il lui dit désormais, en tant que secrétaire général, vous devez vous rassurer que les arbitrages se font dans les départements ministériels concernés par un texte déterminé. Je voudrais effectivement évoquer ici le décret d'application dont il est fait état. C'est un décret pris par le président de la République, mais pas préparé par lui. Il y a une série d'intervenants, il y a des gens qui partent des juridictions, il y a des gens qui partent de la chancellerie, des arbitrages se font au niveau du ministère de la Justice, ensuite à la primature avant d'arriver à la présidence de la République, et des autres arbitrages se font. Lorsqu'un texte est pris en 2015 et qu'en 2020, les gens estiment que ça fait beaucoup de temps, moi je pense qu'il y a des crânes d'œufs qui travaillent, il y a des technocrates qui servent la République, il y a des technocrates qui travaillent pour que les textes soient mis en application. Avant qu'un texte soit pris, il y a des arbitrages préalables qui se font. Et au Cameroun, on ne travaille pas comme si on était dans un vase clos, on consulte également à l'étranger. Le problème de la surpopulation carcérale ne se pose pas seulement au Cameroun, c'est un problème de manière globale qui se pose même à la santé à Paris, ou alors à la prison de Fleury. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas pour autant que ça justifie que les prisons soient bondées. Et j'ai aussi autre chose que je voulais faire observer, c'est qu'il ne faut pas toujours raisonner au Cameroun comme si partout au Cameroun était à Douala et Yaoundé. Il y a d'autres prisons au Cameroun. Et j'ai noté, il y a quelque temps, que lorsque quelqu'un a fait l'objet d'une condamnation définitive et qui n'a pas interjeté appel, ou alors formé pouvoir, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on le délocalise, on le sort de Douala, on l'envoie en Konsamba, ou on l'envoie dans une prison moins bondée comme celle des DA, où on trouve un univers où on peut l'envoyer. Donc, moi, je pense que c'est un ensemble de mesures qui sont prises pour libérer les prisons, pour que les gens puissent vivre un peu aisément. Et ce que je vais également observer... C'est donc ce qui est fait. Mais c'est ce qui est fait concrètement. Mais pourquoi on se plaint donc de la surpopulation carcérale au niveau... Prenons le cas à Kondengui. Parce que je vous en prie, Jean-Baptiste Nguignefa, le président de la Fédération des sports, culture et des loisirs pour les détenus, dit que pour 4000 détenus à Kondengui, c'est prévu 1500 places seulement. Ça fait beaucoup. Ça fait plus du double.
Oui, mais pourtant on en fout à côté, il y a Ngoumou. Oui, mais il y a beaucoup de gens sans fou qui ont été condamnés par la juridiction de Yaoundé. Oui. Il y a beaucoup de gens en Ngoumou qui ont été condamnés par la juridiction de Yaoundé. Il y a des gens, même à Yoko, qui ont été condamnés par la juridiction de Yaoundé. Oui. Ça participe de cette délocalisation. Maintenant, il y a un procès que j'ai entendu, monsieur, avant de venir à votre question, monsieur Boutou a dit quelque chose. Boutou, oui. Je voudrais par rapport au TCS? Non, par rapport à, si vous voulez, l'indépendance de la justice. Et je voudrais quand même faire observer à monsieur Boutou qu'on n'est pas dans un système européen ou français où il y a des cours d'assises. Les magistrats chez nous sont professionnels, c'est-à-dire des magistrats formés. Parce qu'il a fait observer qu'il suffit d'être l'ami d'un magistrat, il interpelle quelqu'un et l'envoie immédiatement en prison. C'est inexact de le dire dans notre société. Dans notre contexte, les magistrats sont des professionnels, ils sont formés dans une école, ils sont formés dans une école de cadre, ils font un service militaire et tout cela, c'est pour leur donner une discipline, une certaine rigueur dans la façon de travailler. David Boutou parle des choses qu'il maîtrise. Hein. Enfin, il maîtrise, mais il me semble que ce qu'il vient de dire n'est pas juste. Et il faut quand même clarifier les choses parce que dire qu'un magistrat prend sur lui d'envoyer quelqu'un dans une chambre de sûreté ou alors dans une prison, simplement parce qu'il est l'ami, c'est ce qui se passe généralement en matière de cours d'assises. C'est pourquoi justement en Europe et en France particulièrement, on a correctionnalisé parce qu'on s'est rendu compte que dans les cours d'assises, il y avait des personnes qui n'étaient pas des professionnels et qui parfois, pour des raisons qui tenaient à de simples sentiments, décidaient de mettre quelqu'un en prison. Oui. Ici, les magistrats sont professionnels, ce sont des hommes qui sont formés à la rigueur puisqu'ils font le service militaire. Et j'ai noté que depuis quelque temps, depuis que M. Macron a parlé de la réforme de l'ENA en France, on est en train de faire une réforme en jumelant l'ENA et l'École nationale de magistrature. Et le rapport de Frédéric Tessier, qui est en charge de ce volet, préconise que désormais, les magistrats en France doivent faire le service militaire. Ça veut dire que le Cameroun aussi est un modèle qu'on est en train de copier ailleurs. Oui. Ça, il faut le dire pour dire que nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation. Nous avons des valeurs, Serge Alain, je le dis toujours, nous avons des hommes, nous avons des travailleurs, des hommes courageux. Le problème de l'univers carcéral, certes, il est réel, on ne peut pas le nier, il est réel, mais il faut aussi dire que quelquefois, les prisonniers même ne connaissent pas leurs droits. Parce que la garde à vue ou la détention provisoire, surtout pas la garde à vue, ou la détention provisoire a une durée. Oui. Et au-delà de cette durée, vous avez la procédure de habeas corpus. Mon confrère va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Si la durée de la garde à vue excède un certain délai, je crois 18 mois et 6 mois, vous avez la possibilité, et parfois les gens ne connaissent pas leurs droits et n'exercent pas ces voies de recours. Il y a également la loi qui reconnaît au procureur général la possibilité, l'article 64, de libérer quelqu'un sur recommandation de M. le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce sont des textes ce sont des lois qui existent chez nous, qui parfois sont mal connues de certains prisonniers, qui sont parfois mal conseillés, il faut aussi le dire, mais dire que le politique interfère dans le domaine du judiciaire, moi je dis c'est pas juste de le dire. Dans notre société, la justice est complètement indépendante, elle prend ses responsabilités et il n'appartient pas au gouvernement de la République de se substituer à M. le procureur de la République qui est détenteur de ce qu'on appelle le pouvoir d'opportunité. Ok, voilà, oui, rapidement, Maître Ndefa, vous voulez réagir? Serge Alain, je ne peux pas laisser passer ce qui est aussi facile, ce qui est au-delà de la méchanceté des politiciens, juste parce que j'ai en face de moi mon frère et ami Maître Teghem. Figurez-vous, j'ai été constitué pour solliciter le transfèrement d'un de mes amis qui avait été enlevé de Douala, jugé à Yaoundé, embrigadé à la prison de Kondengui. La sanction est définitive. J'ai monté la procédure pour me rassurer et dire au juge ou bien à qui de droit qu'il est effectivement détenu à Kondengui. J'ai reçu une lettre du ministre de la Justice qui interdit tout transfèrement au motif que le Covid dérangerait. Vous le savez tout au moins. Voilà une correspondance du ministre de la Justice qui viole éhontement la loi au motif que c'est le politique qui est assis, au motif que c'est le politique qui gère. Le monsieur à Yaoundé, malade, ils sont nombreux. Donc, je reviens. Le problème carcéral au Cameroun, il n'est que politique. Il tient à 3 choses. Le politique doit mentir, utiliser la ruse et à la fin, en termes de propagande, pour dire nous sommes le Dieu en chair. De temps en temps, on libère une petite clique
rien n'est rationnel. Je reprends. C'est en 2015, le ministre de la Justice, il dit à ses pairs, de façon urgente, c'est-à-dire en référé, trouvons les solutions pour vider les prisons de ceux qui y sont détenus pour rien. C'est le ministre de la Justice. C'est le patron de la liberté. C'est celui-là qui rend humain, c'est celui-là qui déshumanise dans notre République. Il a trouvé deux méthodes d'urgence. Le travail d'intérêt commun. Ensuite, la sanction réparation. Il a fait adopter par tout le Cameroun, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Nous avons voté. Et il a dit pour que ça s'applique, il faut seulement qu'un homme qui est le premier en tout donne son avis. Ça fait 5 ans, l'homme-là ne donne pas son avis. C'est-à-dire il est au-dessus du peuple. Mais voilà comment il donne son avis. Il prend, comme disait M. Boutou, David Boutou, il prend un décret exclusif. C'est-à-dire ce que le peuple a voulu. Il dit non, je vous donne ce que je veux. C'est ça, exclusif. Le peuple a voulu, article 26, sanction, réparation, travail d'intérêt général. C'est ce que le peuple a voulu. Lui, le roi, le tout-puissant, il dit non, moi je vous donne ce que je veux. Il donne donc le petit là, après 5 ans, comme il veut, comme il l'entend, et il choisit qui il va mettre dehors. C'est ça l'exclusivité. Vous savez, M. Boutou, quand vous utilisez un français très fort là, nous du bas, nous ne comprenons pas. Expliquer les choses terre à terre. C'est ça l'exclusivité, dans son décret. Dès lors, vous voyez, les prisons restent les mêmes. Et je suis d'accord avec vous, que le président n'y peut rien. Il n'y peut tellement rien que vous dites que le décret que lui doit signer, c'est des hommes maintenant qui doivent préparer ce décret. C'est-à-dire l'Assemblée nationale a légiféré, mais il y a une petite poignée d'individus qui vont choisir le moment qui leur sied pour introduire au roi le projet du décret pour sauver les vies humaines. On s'en fout du Covid-19. Le moment là n'est pas encore arrivé. Ils attendaient quoi? Moi, j'aurais pensé qu'en ce moment, que les deux décrets d'application sur le travail d'intérêt général, oui, sur la sanction, réparation, soient signés par le roi. En ce moment-là, M. David Boutou n'utiliserait pas le décret exclusif, parce que ça s'appliquerait de façon générale à tous ceux qui sont dans la même situation. Ça gêne. Donc nous disons aux politiciens, quand un ministre de la Justice se bat, comme le ministre Amadou Ali s'est battu, il a dans son travail, dans son cursus, le code de procédure pénale. Celui-ci s'est battu pour trouver la solution pour désengorger parce qu'il ne peut pas gérer les prisons en construction. Il a trouvé au moins le travail d'intérêt général ou bien la sanction réparation. Vous, les politiciens, votre agenda n'est pas celui de Dieu. Libérer les gens qui sont inutilement détenus en prison. C'est tout. Okay. Merci. Voilà, David Boutou, je vous ai vu, hein, vous vouliez réagir à la suite des propos de Maître Georges Teghem. Alors, vous savez, en écoutant Maître Teghem tout à l'heure, j'ai eu très mal, parce que j'ai vu quelqu'un qui, certainement, n'a pas encore eu l'infortune douleur de se retrouver dans les mailles de la justice financière pour trop rien, mais honnêtement, je ne lui souhaite pas de vivre ce que les justiciables vivent dans ce pays. On a l'habitude de dire que le moi est haïssable. Je voudrais rappeler à Maître Teghem, 7 mois depuis Boutou, j'ai vécu entre les mains de cette justice-là. Monsieur Teghem, je suis la preuve vivante de ce qu'on peut instrumentaliser une justice au nom d'un homme et simplement parce qu'on veut protéger les tierces. J'ai été enlevé, roué de coups, j'ai été déféré, allez me demander au juge Albert Dias, au tribunal de première instance à Yaoundé, et j'ai été déféré à la prison centrale de Yaoundé, et la plainte m'a retrouvé après que j'ai pu subir dans ma chair des agressions les plus infâmes. Je sais ce qui s'est passé. Monsieur Teghem, je me suis retrouvé à la prison centrale de Yaoundé avec un temps largement dépassé en ce qui est reconnu dans le cadre légal
de la détention provisoire. C'est-à-dire qu'au lieu de 6 mois fois 2, 12 mois, je me suis retrouvé en train de passer 2 ans. Je dis bien 2 ans sans jugement. J'ai saisi la BS Corpus qui a parlé d'un appel sans fondement, qui a rejeté simplement, comme la plupart des cas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit à la cour d'appel ou je ne sais pas trop où, à la BS Corpus, pour que ces gens-là ne travaillent pas, on vous dit appel sans fondement ou recours sans fondement. Donc vraiment, je ne vous souhaite pas de vous retrouver dans une posture comme celle à laquelle je me suis retrouvé, de peur que vous vous retrouviez en train de ravaler ce que vous venez de dire. Ce que je veux dire, c'est que quand nous venons sur un média sérieux comme Equinox, dire des choses telles qu'elles devraient se faire, ce n'est pas parce qu'on en veut à des hommes ou alors qu'on en veut à l'institution judiciaire, mais c'est parce que nous voulons que cette justice-là se performe et qu'elle travaille vraiment au service de la justice et du droit. On ne peut pas être juste, mais on peut au moins se décider d'appliquer les instruments légaux, les instruments de droit qui sont à la disposition de dont il l'Église pour dire le droit, pour dire la justice. Vous, dans votre corps, vous avez souvent l'habitude de dire donnez-moi les faits et je vous donne le droit. Mais quand parfois il n'y a pas les faits et qu'on crée le droit pour simplement mettre de côté, mettre dans des gens un individu et faire plaisir à une tierce personne, on ne parle plus de justice. Donc de grâce, quand je le dis, c'est quelqu'un qui a été victime dans sa chair et qui sait comment les Camerounais aujourd'hui subissent les actes de cette justice dans leur chair qui parlent. Et je le dis avec des cas, des exemples et des exemples que je peux vous multiplier. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont passé plus de 10 ans dans nos geôles et qui sont encore sous la coupole d'une détention de prévention provisoire. À l'heure où je vous parle, nous avons célébré la journée de la liberté de presse hier. Savez-vous qu'à l'heure où je vous parle, il y a un journaliste, vous souvenez, qui est détenu à la prison de Moya, à la prison de Limbé plus précisément, qui a passé 7 ans sans jugement et qui est toujours en détention provisoire. Je peux vous multiplier des cas comme ça, où les dossiers sont oubliés, où des gens meurent sans avoir jamais goûté aux délices d'un jugement à la prison centrale de Colégo, à la prison centrale de Douala. Mais ceux qui peuvent faire le reproche, c'est que nous revenons sur ces 2 cas, parce que la prison de Yaoundé et la prison de Douala, en réalité, sont des baromètres. Ce sont des exemples qui permettent d'amener ceux qui nous écoutent à mieux comprendre ce que nous voulons leur faire comprendre. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, on a bien l'impression qu'au-delà des instruments de droit qui sont là, qui devraient encadrer les actions judiciaires, les magistrats, certains magistrats, disons-le ainsi, ne s'arrogent pas le droit, ou alors ne s'arrogent pas le devoir d'examiner, de convoquer ces éléments de droit-là pour dire la justice telle qu'elle devrait être dite. Et on se retrouve donc avec les détails que nous sommes tous en train de condamner aujourd'hui. Oui, vous avez rappelé un certain nombre de choses aujourd'hui qui sont vraies et que je peux reconnaître qu'on peut mettre à la tête de notre justice. Je vous ai parlé tout à l'heure du nouveau code de procédure pénale, mais ce nouveau code de procédure pénale est resté inerte, est resté lettrement. Qui applique le nouveau code de procédure pénale? Personne. Il y a des journalistes qui me parlaient de ce cas que je maîtrise là. Paul Chouta, un journaliste bien connu qui se retrouve aujourd'hui en prison et qui, malgré le fait qu'il ait voulu payer une caution, se retrouve en prison. Nous pouvons parler du cas de Jean-Gilbert Babla. Nous pouvons parler du cas du journaliste Yom Adalbert, directeur de publication au niveau de la prison centrale de Douala. Etc. C'est des cas de gens qui ont demandé à ce qu'il leur soit appliqué des peines alternatives, qui ont demandé à ce qu'ils soient cautionnés, qui ont demandé à ce qu'ils présentent des garants pour comparaître au moins libre, et tout ceci a été rejeté pour des raisons parfois les plus ridicules. Je vais vous prendre un exemple. En ce qui me concerne, même comme on a l'habitude de dire, comme je l'ai rappelé tantôt, que le mois est haïssable. Moi, j'avais sollicité en son temps, après 1 an de prison, sans jugement, à comparer libre. Vous savez ce qu'on m'a répondu? On m'a dit que je représentais une menace pour la sécurité publique. C'est écrit. Le juge est là, il vit, un juge d'instruction. Il a dit refus pour menace à la sécurité publique. Donc je représentais un trouble, moi, qui, autrefois, n'avais jamais mis les pieds dans un commissariat, peut-être pour certifier une carte d'identité. Moi, qui n'avais jamais mis les pieds dans une brigade, je me suis retrouvé en train de solliciter une demande de liberté provisoire. Et voilà la réponse d'un juge d'instruction formé à l'ENAM.
à qui me donner. Soyons sérieux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la réalité, parce que nous aujourd'hui nous sommes sur le terrain pour récolter les faits et les présenter aux yeux de l'opinion publique, non pas seulement aux yeux de l'opinion publique, nous produisons des rapports que nous envoyons jusqu'à la présidence de la République, afin que les autorités en haut lieu prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? Puisque vous avez parlé des magistrats et autres, ces magistrats, vous n'allez pas les mettre totalement en blanc. Savez que la plupart des magistrats qui sont à Yaoundé, à Douala, ne sont au bout d'un système de sacrifice, mettons-le entre guillemets. C'est-à-dire que même au sein du corps de la magistrature, des magistrats vous disent que ce sont les meilleurs qui se retrouvent dans les grandes métropoles. Ceux qui y sont simplement parce qu'ils rendent des services à des copains. Les meilleurs sont en périphérie parce que parfois ne vont pas marcher sur la voie et puis sur la. Je vais vous prendre un exemple pour étayer ce que je dis. Parce que vous avez convoqué tout à l'heure l'exemple qui m'a fait chaud, l'exemple de l'ancien secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangana-Mabara. Oui. Vous savez qu'il a été libéré, acquitté et blanchi à la cour d'appel du centre en 2012. C'est bien libéré, acquitté, blanchi en 2012 à la cour d'appel du centre. Nous sommes en 2012. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'est jamais sorti de prison. Et après que la décision soit prononcée, il est retourné à la prison centrale de Yaoundé pour prendre ses effets. Il a attendu que le mandat de lever des coups lui retrouve et il a passé 3 jours avant que certains juges du nom de Maniang Gamabé se déportent à Colombie pour lui signifier un autre mandat de détention. En d'autres termes, elle n'a même pas voulu que celui qui venait d'avoir une décision de liberté puisse avoir juge de cette liberté avant de lui signifier d'autres motifs. Quand vous voyez cet état de choses, vous appelez ça quoi? Si c'est né des décisions politisées, si c'est né d'une justice politisée, c'est des faits qu'on peut convoquer, qu'on peut remuer et qu'on peut mettre en surface pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses à dire et qui font qu'aujourd'hui, notre justice devrait davantage travailler à amener les citoyens à avoir confiance en eux. Je vais vous dire, si vous faites une enquête, d'ailleurs, je crois les étudiants de l'Institut de la gouvernance ont produit un rapport il y a quelques mois, quelques années, je crois 2 ans par là, où ils rappelaient que les Camerounais ne font pas, 60 à 80% des Camerounais ne font pas confiance en leur justice, simplement parce qu'ils la trouvent corrompue. Si vous regardez au plan international, regardez les différents rapports des institutions internationales qui montrent les institutions et la gouvernance dans notre pays. La justice revient toujours en tête des institutions les plus corrompues. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous prenez la police, vous prenez la justice, vous prenez la douane, voilà les 3 institutions qui s'atteignent en tête de notre classement comme étant les institutions les plus corrompues. Ce n'est pas moi. Il existe sur la base d'un certain nombre de témoignages, de faits et d'actions qui récoltent d'enquêtes récoltées sur le terrain. En nous disant, nous voulons simplement que les choses aillent au mieux. Et quand je parle de la justice, je n'ai pas parlé simplement de la justice, je parlais de l'ensemble de l'appareil répressif. Et je précise quand on parle de l'appareil répressif parce que parfois, un dossier qui arrive en justice, elle doit passer à la brigade de gendarmerie, et là-bas, la brigade des gendarmes font partie de la chaîne de l'appareil répressif, parfois au commissariat, avant d'arriver à la justice, et jusqu'au dernier maillon de la chaîne qui est la décision pénitentiaire. Donc, chers amis, ce que nous disons, c'est que nous ne jetons pas au dévolu notre justice. Mais il s'agit de pointer du doigt ce qui ne va pas aujourd'hui. Pour qu'elle soit parfaite, pour qu'aujourd'hui, le Camerounais qui va se demander justice se dise qu'il peut effectivement remporter cette justice-là, mais pas qu'il y aille avec déjà les craintes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous rencontrez un justiciable qui veut saisir la justice, il n'y va pas avec le cœur tout en joie. Il y va avec des appréhensions, simplement parce que soit le voisin, soit un témoignage, soit par empirie, une expérience l'amène à comprendre que si justice n'est pas sereine, elle est tout par jour le droit au gré des poids qu'elle est. Malheureusement, ce sont des faits, c'est la réalité et il y a tellement d'éléments pour le constater aujourd'hui et en le disant, ce n'est pas faire une suite de cette justice-là, mais simplement travailler à ce qu'elle aille dans le sens de se perfectionner, de se parfaire, afin qu'effectivement un pays comme le nôtre en profite. Parce que rappelons qu'un pays comme le nôtre, une justice comme la nôtre, si elle n'est pas au cœur de nos passions et de nos frustrations, c'est le pays tout entier qui va voler en l'eau. Et c'est pour cela que nous aussi travaillons aujourd'hui au quotidien pour qu'effectivement les uns et les autres ne trouvent pas matière à texte pour jeter cette justice. Ok, merci David. Moi, je vais
on va pas... Permettez-moi de lire ce petit passage de la lettre de Jean-Baptiste Nguinifa, ancien directeur général de la SCDP. Il a déjà passé 11 ans entre prison de New-Bel et de Yaoundé. Il a écrit au président de la République, sous couvert du ministre d'État, garde des Sceaux, de la Justice, garde des Sceaux, M. Laurent Esso. Il dit exactement ceci: les lenteurs judiciaires, cause majeure de la surpopulation carcérale, dont 80% des pensionnaires sont des prévenus, dont exclus du décret. Finalement, seuls 200 détenus seront libérés. C'était à la suite de ce qui s'est passé le 15 avril. Il dit également que les tribunaux de Yaoundé prononcent au moins 100 détentions provisoires par semaine. Maître Georges Teghem, on a vu ce qui se passe ailleurs. On voit que les choses vont un peu au ralenti. On a même libéré. Je vous prends le cas de l'Iran où, à cause du risque sanitaire, on a libéré 86 000 personnes, 86 000 détenus. Mais quand on voit ce qui se passe à Yaoundé, selon Jean-Baptiste Nguinifa, il sait de quoi il parle. Écoutez, je ne suis pas au même endroit que lui. Oui. Et comme vous disiez tantôt, il sait de quoi il parle. Mais moi, je suis un homme de loi. Oui. Et comme je vous ai toujours dit, je suis un républicain. C'est-à-dire que j'aime que l'on respecte les règles et les valeurs. Parce que quelle que soit la situation de chacun d'entre nous, la situation est encadrée. Vous ne pouvez pas dire, et je ne peux pas laisser dire sur ce plateau, que le président de la République, par exemple, est un roi qui prend un décret exclusif. Non. C'est la loi qui l'autorise, lui, à discriminer au moment de prendre son décret. Donc, il est dans la permission de la loi l'autorise à discriminer, à choisir ceux à qui il accorde la grâce. C'est ce qui s'est passé le 15. C'est ce qui s'est passé le 15, c'est-à-dire que c'est un acte parfaitement légal et constitutionnellement encadré. Et M. Eboutou évoquait tantôt... Regardons de ce qui amène le président à ce décret du 15 avril. Il y a le Covid-19. Oui, tout à fait. Si on libère quelques personnes, est-ce que l'objectif aura été atteint? Quelques personnes. Écoutez, je suis bien d'accord qu'il y a la nécessité de concilier les mesures de riposte contre le Covid-19 et le décret de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Maintenant, je ne suis pas le Président de la République. Il a pris le décret et certainement, avant de prendre son décret, il a eu certaines informations. Maintenant, je sais aussi une chose, c'est que le Président de la République est un responsable politique. Et c'est à lui que les Camerounais ont confié le mandat de conduire leur destin. Ça veut dire que quand il agit en toute responsabilité. Et la responsabilité voudrait qu'ils ne prennent pas le risque de nous rendre, ou alors rendre ceux qui sont libres en insécurité. Ben, il a donc pris son décret, il a exclu certaines personnes. Et je voudrais également faire observer que le président de la République... Donc ce sont les méchants qui sont restés en prison. Les bons sont sortis. C'est pas ce que je dis, ça c'est vous qui le dites. Non, parce que vous dites que son texte. C'est son texte. Que son objectif, ce n'est pas de mettre en insécurité ceux qui sont dehors. Il y a la nécessité de concilier aussi le Covid-19, oui, mettre les personnes en liberté et veiller aussi sur la sécurité des personnes et des biens. Ce sont les missions qui lui sont confiées par la Constitution également. Oui. C'est-à-dire qu'il doit assurer notre sécurité, la sécurité des Camerounais, y compris ceux qui sont dans l'univers carcéral. C'est sa responsabilité première et en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, il a décidé de faire sortir certaines personnes et pas d'autres. Maintenant, moi je pense que dans la loi, il y a les pouvoirs qui sont connus également au parquet général, article 64 du Code de procédure pénale, de prescrire l'arrêt des poursuites. Oui. Maintenant, ça c'est pour les personnes qui sont en détention provisoire. Si il y a des cas qui pêchent ou alors qui prêtent à confusion, il est loisible à M. le procureur général de prescrire l'arrêt des poursuites. Maintenant, c'est encore un pouvoir d'opportunité, c'est lui qui apprécie. Il y a un autre pouvoir reconnu aux personnes illégalement détenues. C'est la procédure d'habeas corpus. C'est-à-dire que le corpus légal au Cameroun permet à chacun, à quelque niveau qu'il se trouve, d'obtenir que sa liberté soit prononcée. C'est ce que moi je dis. Maintenant, M. Eboutou évoque l'incompétence ou alors la tricherie de certains magistrats. Je ne peux pas, sur un plateau de télévision, venir dire qu'il y en a qui trichent. Maintenant, la magistrature aussi a ses problèmes. Comme tous les corps. Même chez vous les journalistes, il y a des problèmes. Donc, il est évident qu'il doit y avoir des problèmes également dans la magistrature, mais on ne peut pas dire que
tous les magistrats qui travaillent à Douala et Yaoundé sont généralement des incompétents, comme je viens d'entendre le dire. Puisque je ne veux pas citer des noms, mais ce que je sais, c'est que pour la plupart, ce sont des cadres qui ont fait leurs preuves déjà à l'université, ensuite au niveau de l'École nationale d'administration et de magistrature, et ils ont été promus là parce qu'ils étaient des travailleurs. J'ajoute, et je continue toujours à le dire, qu'avant d'être magistrat aujourd'hui au Cameroun, il faut passer le service militaire. Le service militaire, c'est un service à la rigueur, à, si vous voulez, honneur, fidélité, bravoure, persévérance, dont on lui enseigne les règles de l'armée, où il faut travailler avec rigueur et la citoyenneté, le respect des règles, le respect des valeurs. Me dit que quelqu'un est interpellé simplement parce qu'il a une amitié, je trouve que c'est un peu trop gros. Ça peut arriver, malheureusement pour certains d'entre eux, mais la majorité servent l'État avec probité, avec détachement, avec désintéressement, et ça, il faut le saluer. Maintenant, je reste avec vous sur, comme a dit David, on le sait, sur l'opportunité de la fin des poursuites par rapport à nos compatriotes qui sont du côté, qui sont passés par le TCS et qui ont remboursé le corps du délit. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Je n'en connais pas. Peut-être que lui connaît des cas. Qui ont remboursé le... Qui ont remboursé, qui sont encore... Vous n'en connaissez pas? J'en connais pas. Moi, j'en connais vraiment pas. Peut-être que lui, il en connaît, mais moi, j'en connais pas. Pour ce que je sais, ceux qui ont remboursé ont été libérés. Ceux qui ont remboursé ont été libérés. Peut-être qu'il y a un cas que je ne connais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que ceux qui ont remboursé ont bénéficié de la mesure du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a demandé l'arrêt des poursuites conformément aux dispositions légales en vigueur. Bon, maintenant, peut-être qu'il connaît des cas. Ils ne sont pas nombreux qu'on a libérés. Hein. Enfin. Mais ils sont nombreux qui ne sont pas libérés. Mais est-ce qu'ils ont remboursé? Oui, puisque tous... remboursé. Mais la majorité disent qu'ils n'ont rien volé. Hein. Peut-être que vous en connaissez qui ont dit qu'ils ont pris, mais j'en connais pas. Mais Denguefa dit que beaucoup ont remboursé. Il va nous peut-être donner des exemples. Je crois qu'on va aussi donner la parole à David Eboutou. Il va nous dire ceux qui ont quelques remboursé. Cas, oui. Oui. Mais il reste quand même en prison. Je n'en connais pas qui ont remboursé, qui sont en prison. Fait de rembourser. Voilà. Et le TCS, pour des raisons qui lui sont propres, a refusé de recevoir. Si je m'en tiens à ce que dit la presse, je crois que M. Atanganakuna, Basile, a offert de restituer le milliard et quelques 50 000 francs. On a estimé que quand on le regarde, le milliard et 50 000 francs contenus dans l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance a été mal appréciée. Donc, pour des raisons très propres, il restait en prison. Je crois aussi que la politique d'incarcération qui règne, qui a conduit à maintenir le ministre d'État Tangana Mebara et son colistier au télé en prison après la décision d'acquittement du tribunal de grande instance du Fundi, jusqu'à ce que un excellent magistrat, M. Maniagomabe, arrive 48 plus tard avec des nouvelles charges tirées par les cheveux pour les maintenir. Je crois que cette politique empêche que certaines personnes qui sont en prison trouvent la liberté. Je crois que c'est ce que je peux dire. Mais vous n'avez cité aucun nom. Vous avez posé une question qui est très claire. J'ai cité M. quelqu'un qui... Non, il faut qu'on soit clair. Vous n'allez pas m'interrompre, cher confrère. Vous avez dit, il a offert. Or, lui, il dit qu'ils ont remboursé. Je vous dis, je n'en connais... Je n'en connais... Peut-être qu'il faut lui passer la parole pour qu'il me donne un nom de quelqu'un qui a remboursé. Je vous donne un nom. Yves Michel Fotso a remboursé. Il a même initié les procédures pour revendiquer ce qu'il a remboursé. Il n'est pas sorti. La Cour suprême l'a condamné. Il a entièrement remboursé. Ah, vous avez dit remboursé. Vous avez dit remboursé. On va continuer après le journal parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé, pour le 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous évoquerons la réaction du JICAM après l'annonce des mesures économiques et sociales. Le groupement interparlementaire du Cameroun juge ces mesures insuffisantes au regard de la détérioration de l'économie camerounaise, l'appauvrissement des ménages. Il exige des mesures complémentaires et un véritable plan de relance économique. Vous suivrez dans ce journal le secrétaire exécutif du JICAM, l'intégralité du communiqué du président du JICAM, Célestin Tawamba. Et au même moment, le FMI vient d'approuver un décaissement de près de 135 milliards de francs CFA pour soutenir le Cameroun dans la lutte contre le Covid. Et dans ce communiqué, le FMI révèle que la croissance économique est en berne
et que le pays connaît une chute historique de sa croissance du PIB réel. Nous en parlerons dans le journal de 20 h. Au moment où le PNUD, la Banque mondiale et d'autres organisations viennent d'octroyer au Cameroun des dons en matériel médical de l'ordre de 3 milliards de francs CFA et que l'initiative du chef de l'État est en train d'être distribuée dans les différents arrondissements, l'archevêque métropolitain de Douala, lui, il a reçu un don venant de l'initiative Survie Cameroun, lancée par le professeur Maurice Kamto. Et l'archevêque métropolitain de Douala fait le point sur son traitement et la controverse autour de son contenu et la nature des plantes et de ce protocole thérapeutique spécial. Nous en parlerons dans le journal de 20 h. C'est Alain. Et nous évoquerons aussi en ouverture un grand reportage sur l'impact de la présence des Camerounais dans les bars. Des médecins de santé publique sont inquiets des risques élevés de transmission communautaire. Vous les écouterez ce soir. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20 h de Cédric Noufalé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités, et à Douala et à Yaoundé. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir. C'est donc parti pour la deuxième partie Equinox Soir. C'est le temps du débrief. Madame, monsieur, nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités en plateau à Douala, maître Georges Teghem et maître Augustin Ngefak. Et bon, je commence par vous, maître Ngefak. Comment vous avez accueilli cette première mesure sur les 19 tombés jeudi dernier? Ce qu'on appelle vulgairement le déconfinement. Parce qu'il faut mettre ça entre guillemets. On ne peut pas parler de déconfinement alors qu'il n'y a pas eu confinement. J'ai cru que c'était un canular, oui. Parce qu'au Cameroun, il n'y a que les réseaux sociaux pour nous informer. Les personnes en charge de la communication brillent plus par les injures, les comparaisons de virgules, que l'information qu'on attend. J'ai d'abord vu un communiqué qui n'était pas signé. J'ai dit encore de la manipulation. J'ai donc attendu les différents journaux du soir pour voir qu'effectivement la plus haute instance politique avait décidé en catimini de nous sortir de ce noir et de verser toute la population dans les boîtes de nuit, dans les cafés, sans avertir, sans nous dire quelle est la conduite à tenir. Et je me suis dit, ouf, ce sera très dangereux pour la suite parce que un minimum de communication. Donc vous pensez qu'il y a un risque de contamination massive, comme pensent certains spécialistes de la santé? C'est Jalin, nous nous connaissons. Je suis convaincu que dans vos poches, des deux côtés, vous avez vos cache-nez. Et chacun ici a son cache-nez. La réalité, c'est que ceux qui boivent, c'est des inconscients, ceux qui en réalité n'ont plus rien à perdre. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, le danger est réel. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a un gouverneur de région qui a émis un message stop en demandant que l'État lui procure du bois pour fabriquer des cercueils en extrême urgence pour une quantité d'au moins 100 personnes en extrême urgence parce qu'il y a tellement de corps abandonnés. Vous voyez, si un seul gouverneur réclame 100 cercueils pour les corps abandonnés, si donc les 10 gouverneurs ils réclament chacun 100 cercueils, ça veut dire qu'il y a un minimum d'1 million de corps abandonnés. Alors, vous comprenez bien que ceux qui dansent, ceux qui fêtent dans les ventes emportées autour d'une bouteille de bière, c'est des inconscients. Je ne voudrais pas dire des inconscients entraînés dans un désordre par des incompétents. Le minimum, c'est une communication. Okay. J'insiste, le minimum, c'est une communication. Voilà. Maintenant, sur cette mesure, beaucoup n'ont pas compris. Hein. À côté, il fallait faire, on ne va pas dire réparer. Ce qui s'est passé avec les opérateurs économiques, on comprend. Mais il y a surtout cette mesure qui lève la fermeture des bars à 18 h.
Et les images sont extrêmement parlantes. Les Camerounais pensent on a suivi le reportage, a dit dans le reportage de Gladys Sidien, le Premier ministre a donné l'ordre, ça veut dire que tout va bien. Comment comprendre ça? C'est-à-dire que, à la différence de mon confrère, vous savez, je n'aime pas participer à cette opération d'infantilisation des Camerounais. Les Camerounais sont des gens sérieux, responsables, travailleurs. Les Camerounais sont des gens dotés d'un sens élevé. Les Camerounais sont éduqués. Les Camerounais ont tout ce qu'il faut. Les Camerounais sont des gens civilisés, des gens consciencieux, travailleurs, courageux. Donc, moi, je ne veux pas participer à cette infantilisation. Lorsqu'il y a eu la pandémie, le gouvernement a commencé par une phase d'information et d'éducation. Ah, il y a eu, elle n'est plus là? Ça a commencé par l'éducation, la formation, la sensibilisation. Oui. Ensuite, on est passé à une phase de sanction. Maintenant que toutes ces phases sont épuisées, maintenant, c'est la responsabilisation. Et si vous lisez le communiqué, contrairement à mon confrère qui dit qu'on n'a pas communiqué, vous verrez que parmi les mesures édictées, il y a toujours le port du masque, il y a toujours les anciennes mesures qui sont maintenues, et à ces mesures, on a additionné certaines autres. C'est-à-dire qu'on est passé à une phase de la responsabilisation des Camerounais. Et je voudrais préciser que le port du masque reste sanctionné. C'est-à-dire que le défaut du port du masque reste sanctionné. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile à faire passer un message aussi simple qui peut être compris de tout le monde. Maître, une minute, permettez. Vous dites que le port du masque, l'absence du port du masque est sanctionné. Toujours. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ça veut dire que les forces de l'ordre n'ont pas fait le tour des coins, ces débits de boissons depuis jeudi? Parce que s'il fallait vraiment sanctionner, ça devait faire beaucoup dans les caisses de l'État. Ah, depuis jeudi. Vous n'en savez strictement rien. Je peux vous dire que ça... Vous avez vu des policiers sanctionner? Ah, si, j'en ai vu. Dans des débits de boissons? Ah, si, j'en ai vu. Renseignez-vous bien. Vous allez rencontrer un propriétaire de débit de boissons qui va vous dire, et ça avait beaucoup de courage, que sa clientèle a été sanctionnée parce qu'elle n'avait pas de masque. Qu'effectivement, et il le dit avec beaucoup de courage, en vous regardant froidement dans les yeux, il dit, vous qui soutenez le régime, voilà, les policiers sont venus la nuit, vous dites qu'on a laissé, ils sont venus la nuit ici nous racketter, disent-ils, sans savoir que la police est complètement dans son rôle. Racketter qui? Le propriétaire Le propriétaire et les clients qui étaient sans masque. Il vous le dit, sans savoir que la police est complètement dans son rôle. Non, c'est Jalin, moi j'ai toujours dit. Non, mais est-ce que... Non, on veut comprendre. Restons mais c'est ça. Les mots insens, maître. C'est bien ce que je dis. Oui. Racketter. C'est lui qui le dit. Oui. Le propriétaire du bar qui me saisit. Me dit, toi qui soutiens le système, voilà, vous avez demandé de confinement, vous avez dit que les gens doivent boire. Maintenant, on ouvre le bar, les gens sont en train de boire, la police vient ici nous racketter. C'est ce qu'ils disent. C'est qu'il y a un vocabulaire inapproprié. C'est bien ce que je dénonce. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui est en faute, mais il réussit quand même l'exploit de vous saisir et vous dire il est venu la nuit faire ceci et cela. Donc, moi je pense, Jalin, il faut que l'on soit sérieux. Et pour que l'on soit sérieux, il faut que tout le monde accompagne. Je pense à vous, les journalistes. Je pense aux avocats, notamment mon confrère. Je pense au corps des métiers. Si nous ne faisons pas suffisamment pour sensibiliser, pour former, si nous n'accomplissons pas chacun à son niveau une œuvre d'accompagnement du gouvernement, si chacun ne participe pas à l'effort d'éducation, si chacun ne participe pas à l'effort d'assistance et de partage d'expérience, ces mesures seront difficilement applicables. J'ajoute pour être tout à fait complet sur ce sujet que le Cameroun n'est pas le seul pays à avoir pris une telle décision. Ça s'est pris au Danemark, en Allemagne, en Italie et un certain nombre de pays. Au Nigeria même, la ville de Lagos. Donc, il faut bien comprendre que la volonté du gouvernement, c'est de passer à la phase de responsabilisation. Et bien entendu, ce sont des mesures qui ont un caractère provisoire, c'est-à-dire révocable. À tout moment, le gouvernement peut prendre une autre mesure. Les nations que vous évoquez là ont fait ce qu'on appelle le confinement. Oui, dans certaines villes. Oui, comme le cas du Nigeria. Tout à fait. Mais au Cameroun... Pourquoi on choisit de copier certaines choses et pas d'autres? Écoutez, c'est un choix du gouvernement, c'est un choix de politique nationale. Oui. Maintenant, lorsque je prends ces pays en exemple, c'est pour indiquer que nous ne sommes pas les seuls à avoir pris une telle décision. Oui. C'est une décision qui a été prise ailleurs et qui a été bien exécutée ailleurs. Oui. Même chez nous, elle peut être bien exécutée quand elle est suivie par la police. Il n'est pas exclu que lors des reportages que vous avez présentés tout à l'heure, que la nuit, la police soit venue dans ces snacks. Parce que je vous dis, j'ai été approché.
Et je sais de quoi je parle, c'est parce que je ne peux pas donner des noms, mais je vous le dis, j'ai été approché et les gens, effectivement, ont reçu la visite de la police. Parce que la police veille à ce que les personnes qui sont dans ces snacks soient nantis d'un masque. Il s'assure que le tenancier du snack est vérifié au préalable que chacun soit pourvu d'un masque de protection. Donc, c'est une phase de responsabilisation sous le contrôle, bien entendu, des autorités, c'est-à-dire des autorités policières qui sont en charge des questions de police administrative. Et en cas de nécessité, la police judiciaire fera son travail. Non, maître, restons sur la deuxième mesure, sur les 19. On demande, vous avez vu, depuis jeudi, dans la nuit, les taxis qui ont recommencé à prendre 5 personnes. Où est la distanciation? Non. Édictée par le ministre Ernest Massenangale Bibé au début de cette... quand vous voyez 2 personnes assises devant, 3 derrière, dans un taxi. Oui, effectivement. Malgré le port du masque. Effectivement. Vous savez, la communication sur le Covid-19 évolue tous les jours. Et tout à l'heure, au cours d'un reportage, j'ai même suivi le médecin, le spécialiste de santé, je pense, qui a indiqué qu'au début, on pensait qu'il suffisait d'être dans une pièce avec quelqu'un qui soit infecté pour être infecté, même si on a le masque. Oui. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on est pourvu d'un masque, on peut me mettre à proximité de quelqu'un qui est infecté sans contacter la maladie. Charles Monge-Mouyeme. Oui, je crois que j'ai entendu quelqu'un le dire. Oui. Donc c'est pour vous Charles dire Monge-Mouyeme dans le reportage. Au fur et à mesure, c'est une pandémie, parce que nous nous comportons toujours comme si la pandémie était absolument connue du gouvernement de la République. Le gouvernement de la République, comme tous les autres pays, dans le traitement ou alors dans la prise des décisions concernant l'évolution de la pandémie, se réfère à ce que les autres font chez eux, c'est-à-dire qu'on prend des mesures, on les implémente, on apprécie et tout le temps on évolue, on change en fonction des circonstances. Donc moi je pense que pour l'instant, ce que le gouvernement a pensé pouvoir faire pour répondre d'ailleurs à la demande qui était exprimée par les exploitants des taxis ou alors des propriétaires des véhicules de transport public, a dit, voilà, le président de la République, je suis à votre écoute, voilà la mesure que je peux prendre pour aller dans le bon sens. Et j'ajoute que ce n'est pas l'unique mesure, il faut aussi ajouter qu'ils ont été délestés de ce qu'on appelle l'impôt libératoire pour le deuxième trimestre. Il est également de la taxe de stationnement. Ce sont des mesures positives qui vont dans le bon sens et dans la bonne direction, eu égard à ce que le FMI a fait observer en disant que l'économie camerounaise était dans une phase très difficile en ce moment. Donc souhaitons que les choses s'arrangent. Ce sont des mesures positives que nous devons suivre à la lettre et chacun d'entre nous, à son niveau, apporter ce qu'il peut pour éduquer les masses. Parce que justement, quand j'étais approché par ce monsieur qui m'a dit raqueter, je lui ai dit fais attention, valide les mesures, tu vas voir qu'il est toujours indiqué le port du masque. Donc quand la police vient, c'est pour contrôler que vous avez ouvert, mais vous respectez également tout ce qui est indiqué dans l'ensemble des mesures prescrites par le président de la République ou alors le Premier ministre sur instruction de monsieur le président de la République. Voilà, nous prenons tout de suite la direction de Yaoundé où nous attend Jules Omer Tchenkam. Son histoire a ému le Cameroun tout entier et même les Camerounais de la diaspora parce qu'il a passé 10 ans en prison à Yaoundé sans être jugé, cet homme d'affaires. Il est là, vous le voyez à l'écran. Bonsoir Jules Omer. Oui, bonsoir, c'est Jalin. Voilà, Jules Omer Tchenkam, vous n'avez pas participé à la première partie du débat. On parlait de ces prisons qui restent comme ça bondées, malgré ce qui s'est passé, malgré le décret du président de la République, le 15 avril dernier. Pour vous, la raison, c'est laquelle? Oui, bonsoir déjà à tous vos panélistes. Je tiens à vous dire que aujourd'hui, quand vous regardez le titre, les personnes il y a des gens qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, comme vous comptez par exemple comme ça, sans être jugé. Alors vous ne pouvez pas pratiquer par exemple de 3500 prisonniers et il y a moins de 500 prisonniers. C'est inconcevable, ce n'est pas normal. Et même des personnes qui ont un domicile connu et qui peuvent bénéficier d'une liberté provisoire ou alors d'une liberté provisoire, on ne raconte pas cela. Je peux bien comprendre. Je peux bien comprendre ça. Peut-être en cas de crime, vous ne pouvez pas bénéficier.
Quand la loi les permet, c'est pas trop là. Mais sincèrement, si les magistrats n'auraient pas tant de personnes. Vous voyez, dernièrement, le président de la République a fait une presse. Mais allez voir combien on été libérés. Même si sont des et qui ont été libérés, ils sont prêts à être libérés parce que, en réalité, lorsque nous regardons les chiffres, beaucoup plus les prévenus qui sont majoritaires. Et ce n'est pas normal. Il est inconcevable que dans une prison, d'ailleurs, qui est prévu pour recevoir 800 pensionnaires, vous vous retrouvez à 5 000. Moi, j'ai connu le chiffre de 5 000 pour la prison centrale de Yaoundé. Et dans les 5 000, on vous dit que moins de 1 000 sont jugés. Définitivement, ce qui n'est pas normal. Je vous dis, pour qu'il n'y ait plus de surpopulation carcérale, les magistrats doivent tout pouvoir faire leur travail. Ils ont un ministre de tutelle qui, dernièrement, a demandé aux magistrats, aux chefs de cour et autres de faire des propositions. Où en est-on avec ces propositions? Rien n'a évolué. Regardez nos prisons. Nos prisons sont des chambres, excusez-moi le terme, mais nos prisons sont des chambres à gare. Lorsque vous avez la chance d'habiter dans une prison comme Kodengui, la prison centrale de Yaoundé est sortie de là devant votre remercier Dieu. Moi, j'ai vu des gens mourir pour un bien comme ça. Pour un bien, ça dit que pour un mal de ventre, pour un mal de tête, on vous dit que celui-là a perdu sa vie. Ce n'est pas sérieux. Je ne sais pas, moi je n'ai jamais compris. La loi, vous avez, je crois, un avocat ou 2 avocats sur le plateau. On parle de 18 mois en cas de crime. Et en cas de délit, on parle de 6 mois renouvelables, une fois ça dit 12 mois. D'où vient-il que les gens se retrouvent à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans sans être jugés? Et lorsque vous saisissez par exemple la BS Corpus, on vous dira que non, vous passez déjà devant là-bas. Moi j'ai eu la chance de poser la question à un magistrat de savoir quel pouvoir le magistrat avait pour renvoyer autant les affaires sans juger. Il m'a carrément dit que le magistrat renvoie autant qu'il veut. Moi je suis allé à plus de 33 fois. Et il me l'avait dit. Il m'avait dit qu'un magistrat peut renvoyer autant qu'il veut quand vous êtes devant la barre. Ce n'est pas sérieux. Pourtant, la loi parle de 18 mois. Ça veut dire qu'à 18 mois, vous devriez être définitivement jugé. D'où vient-il que les gens se retrouvent à 10 ans, 5 ans, 3 ans sans être jugés? Pourquoi? Et parfois, c'est les gens qui ont des domicile, qui n'ont même pas commis un crime. Et la loi prévoit bien sûr, sauf en cas de crime. Mais lorsque vous avez commis un délit et que vous avez un domicile connu, vous devez être jugé. Je vous rappelle que dans la prison centrale de Kodengui, c'est je crois 5 mètres sur 5 ou 5 mètres sur 4. Je vous assure que vous vous retrouvez dans ces petites chambrettes à 70, je dis bien 70 personnes. Et les uns dorment sur les dos. Et la majorité dort au sol. Si vous vous levez juste pour aller uriner, quand vous revenez, vous ne pouvez même plus retrouver votre place parce que le vide que vous avez laissé se reprenne. Et c'est pour ça qu'on fait le temps, on abuse sexuellement les autres. Et ce qui est même choquant, c'est que ceux qui commettent ces crimes de viol et autres ne sont même pas poursuivis. Pourtant, à moins de 200 mètres de la prison de Kodengui, il y a une brigade de gendarmerie. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas poursuivis. Je me rappelle à l'époque avoir fait une lettre anonyme pour dire au récit qu'il est très facile. Je ne peux pas comprendre comment on arrête un détenu avec un joueur de chambre indien. On appelle la gendarmerie pour l'attendre. Mais on arrête l'autre en train de sodomiser un enfant ou une grande personne même. Mais on ne fait rien. Il n'est pas poursuivi. Moi, je veux bien comprendre. Sauf si c'est un système qu'on a mis en place pour détruire la jeunesse. Je n'ai jamais compris pourquoi un détenu, un prisonnier, parfois condamné à mort, condamné à vie ou bien à une grosse peine, 20 ans, 30 ans, se trouve en train de sodomiser un autre enfant parce que lui, il estime qu'il n'aura plus jamais de liberté et on ne peut pas l'amener dans une brigade pour le faire entendre et le juger pour ces crimes-là. Mais si on vous prend, pour ceux qui se droguent là-bas, si on vous prend avec un joueur de chambre indien,
On appelle la gendarmerie pour vous faire entendre. Moi, je veux bien comprendre. Si je peux revenir sur la population pastorale, je veux bien comprendre pourquoi les magistrats ne peuvent pas juger les prisonniers dans les délais légaux. Je veux bien comprendre. Pourquoi garder les gens pendant des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, sans vous juger pourquoi? Je veux bien comprendre. Et j'entendais autour de moi dire, ah, je suis le maire, tu sais, nous sommes le champ de ces magistrats. Quand ils nous mettent ici, ils attendent juste qu'on a leur donner de l'argent. Non. En prison, ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent pour leur donner un magistrat pour le juger. Qu'ils fassent leur travail, ils sont payés pour ça. Excuse-moi de dire ça, mais je suis très choqué. Ils sont payés pour ça. Ils doivent juger, ils sont là pour juger les gens. Si, en leur âme et conscience, si vous savez combien de livres vous condamnent, vous avez les voies de recours. Si vous n'avez rien fait pour en prison, ils vous libèrent. Au lieu de vous garder pendant des années sans vous juger vraiment, je suis choqué. Ok. Je suis très choqué. Voilà, merci Jules Omer. Vous avez suivi, il dit qu'il a eu 33 renvois, Maître Ngefak. On lui fait comprendre que le magistrat renvoie autant qu'il le veut. C'est comme ça que ça se passe, Maître Tegem, qui veut prendre la parole? Maître Ngefak? Oui. Lui, son dossier, ce n'est pas... 10 ans. Non, ce n'est pas un cas original. Oui. Il doit connaître le nombre d'exceptions qu'il a soulevées, le temps que ça a pris pour connaître la décision. En tout cas, les lenteurs judiciaires, on les décrit pas depuis hier. Ça date. Il y a tellement de circulaires des différents ministres de justice, le président de la République, qui demandent aux magistrats d'accélérer les choses. Si on était au TCS, il évoquerait naturellement la loi qui oblige le juge du fond de statuer dans un certain délai. Mais de droit commun, il n'y a pas un délai arrêté. On demande seulement au magistrat d'agir à sa conscience, de savoir qu'il a en face de lui un être humain qui a besoin de connaître sa situation. Parce que c'est très pénible d'attendre la décision que de connaître le sort qui lui est réservé. Voilà, c'est un peu cela. Oui, maintenant. Écoutez, le magistrat du siège répond à la loi et à sa conscience. C'est aussi simple que ça. Le magistrat du siège répond à la loi et à sa conscience. Et il y a le principe de l'intime conviction. C'est lui, il répond à la loi, sa conscience. Enfin, en deux mots. Oui. C'est donc, il revient à lui, quand il a bonne conscience, de dire le droit. Donc, la justice est une institution ou alors un pouvoir indépendant. Personne ne peut lui faire pression. Il dit le droit. Et quand il veut. Voilà ce que la justice prévoit. Bien maintenant, la détention provisoire, la loi a enfermé dans les délais. La détention provisoire étant enfermée dans un délai, c'est à cette phase de la procédure qu'on peut contraindre le magistrat à dire le droit. Mais en général, ce qu'il faut faire, moi c'est ce que je pense, c'est saisir le juge de l'habeas corpus lorsqu'on constate qu'il y a un abus. Okay. Et en général, pour les détenus, la plupart des cas, la plupart des jours où j'arrive dans les salles d'audience, c'est que lorsque les détenus arrivent, on suspend toutes les autres affaires pour juger d'abord les affaires des personnes détenues. Oui. C'est ce que je note dans la plupart des salles d'audience. Bien maintenant, entre ce que je vis au quotidien et ce qu'on dit parfois sur les plateaux, j'avoue que je suis quelquefois surpris. Voilà, je reste avec vous, M. Tegem. Il y a on va beaucoup parler de Jean-Baptiste Nguiniefa, qui a écrit au président de la République via le ministre d'État Laurent Esso. Il dit qu'il plaide pour la libération. Il plaide pour la libération des détenus âgés d'au moins 60 ans, des malades, des handicapés physiques et mentaux, des délinquants condamnés à 2 ans maximum et des détenus ayant totalisé plus de 10 ans. Oui, c'est pour décongestionner la prison, les prisons. Écoutez, c'est une opinion. Il a son opinion comme vous avez votre opinion sur un sujet donné. Oui. C'est une opinion, et puis une opinion devant la loi ne vaut que ce qu'elle est, c'est-à-dire une opinion. La loi est dure, mais c'est la loi qu'on doit appliquer. On n'est pas dans une république bananière. J'ai eu l'occasion de le dire ici à la dame, Madame Allegria. Je lui ai bien rappelé que le Cameroun est une république qui a des valeurs à défendre. Chez nous, il y a les règles du procès équitable, la présomption d'innocence, et il y a les droits de la défense que les juridictions s'efforcent de faire respecter tous les jours. Pour le reste, bon, s'il fait des propositions,
quitte à lui d'obtenir via les députés qui sont parfois ses amis, et qu'il les saisisse. Et puis, il a bien fait de saisir M. le ministre d'État, ministre de la Justice, ou alors M. le Président via M. le ministre d'État, qui saisisse également quelques parlementaires. S'il peut obtenir que la loi soit modifiée, ce serait tant mieux pour lui et pour tout le monde. Voilà, rapidement, on va d'abord aller retourner à Yaoundé sur cette proposition de Jean-Baptiste Nguyen-Fa, vous qui avez vécu dans ce milieu-là. Jules Omer Tchenkam, il plaide pour que les personnes ayant plus de 60 ans soient libérées, surtout par rapport au contexte qui est le nôtre aujourd'hui, Covid-19. Pour lui, les personnes ayant plus de 60 ans n'ont rien à faire en prison. Oui, j'ai du respect pour ce grand frère et j'ai lu sa sortie. Et il a pleinement raison, Serge, parce que plus de 60 ans, moi j'ai déjà fait une discussion dans ce sens qu'il fallait libérer certains détenus déjà jugés et condamnés, et surtout ceux qui ont un domicile connu, qui ont un domicile fixe. Il est hors de question de continuer à garder. Je ne sais pas pourquoi nos magistrats ne peuvent pas copier ceux du côté de la zone anglophone. Sinon, il va avoir ce qu'on appelle le common law. On ne peut pas vous mettre sur mandat de dépôt si vous n'avez pas, si vous avez un domicile fixe. Lorsque vous avez commis un délit, je parle bien de délit, et que vous avez un domicile fixe, une caution, vous payez, et on vous accorde une délai de pouvoir. Mais chez nous, obligatoirement, on va d'abord vous envoyer en détention. Et cette détention préventive qui devient définitive. Parce que je veux bien comprendre. J'ai fait cette proposition, de même comme le grand frère qui est là, où je demandais qu'on accorde, qu'on fixe une caution pour les personnes âgées, les personnes malades et des personnes qui ont un domicile connu. Alors, ces personnes peuvent payer cette caution, qui sera fixée par le municipal. Et remplir ce geste et continuer peut-être à tout leur affaire. Si l'affaire elles ont intenté de recours, si l'affaire passe à la cour d'appel ou à la cour suprême, elles peuvent continuer à tout leur affaire. Ou alors, accorder cette liberté aux gens tout à l'heure disant que s'ils ne se présentaient pas à la prochaine audience, ils seraient sévèrement condamnés. Je ne pense pas que quelqu'un qui sait qu'il a eu la chance de sortir de cette prison en temps de Covid-19, et le magistrat qui le remet en liberté lui dit, messieurs, je vous attends à la prochaine audience. Si vous n'êtes pas là à la prochaine audience, sachez que vous serez condamné sévèrement. Cette personne ne va pas s'amuser à aller au tribunal. Okay. Pour moi, la proposition du grand frère Guinée était très bonne et je crois que c'était même la seule façon de Ok. Merci Jules Omer Tchenkam d'avoir été avec nous. Rapidement, en 30 secondes, M. Nguyen-Fa. En 30 secondes, je dirais seulement que ce que M. Nguyen-Fa a dit, il n'y a rien de nouveau. Il suffit juste que le ministre de la Justice découvre ou bien met en pratique le pouvoir qui lui revient, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Il libérerait presque le 3/4 de la prison à travers ce qu'on appelle la liberté sous surveillance judiciaire. C'est simple. Okay. Tout ce qu'il a énuméré là, les lois sont prévues pour. C'est l'application de ces lois qui fait problème. Voilà. Okay. C'est la volonté politique, c'est tout. Voilà, merci à David Eboutou à Yaoundé, merci à Jules Omer Tchenkam à Yaoundé également, merci à vous, Maître Georges Teghem. Merci. Voilà, merci à vous également, Maître Augustin Gueffak. Merci Serge-Alain, merci aux téléspectateurs. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Toute la grosse équipe conduite par Séverin Tchouban vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Fongo Tongo.